Dans ce monde qui nous appelle à nous réinventer, un mot prend tout son sens. Transformer. Transformer nos façons de penser, de travailler, de produire ou encore de consommer. Dans ce monde, la responsabilité des entreprises est à la hauteur des défis qu'elles doivent relever, en commençant par se transformer elles-mêmes. Transformer l'expérience collaborateur, tout d'abord, pour maximiser les bénéfices d'un travail en mode hybride. Transformer l'expérience opérationnelle pour faire de l'industrie le catalyseur de biens et de services intelligents. Transformer les infrastructures pour gagner en agilité et garantir tout à la fois qualité, fiabilité, sécurité et rapidité. Transformer les données en ressources pour révolutionner la façon de décider et d'agir. Transformer, enfin, l'expérience client pour bâtir une relation plus proche et plus durable. Au-delà de ces transformations et de toutes celles que nos écosystèmes devront conduire à l'avenir, il nous incombe une autre mission. Générer de la valeur durable en redonnant du sens à nos actions et en partageant une même ambition. Celle de créer, ensemble, un impact positif pour tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'OBS Summit 2022, bienvenue au Carrousel du Louvre. Waouh! J'avais pas encore vu la salle, mais c'est magnifique, vous êtes nombreux effectivement. Donc je me présente, je m'appelle Asha Sumpet, donc je suis journaliste audiovisuelle et productrice des contenus liés au développement durable. Donc je travaille notamment sur les thématiques climat, énergie, mobilité, mais aussi l'inclusion financière et digitale, entre autres, de ce qui se passe en France et bien évidemment à l'étranger. Je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette 4e édition du Summit. Et oui, 4e édition qui marque le retour en présentiel ici dans ce magnifique lieu au Carrousel du Louvre, au cœur de Paris. Donc vous êtes nombreux dans cette salle, je vous le disais à l'instant, mais désormais vous êtes aussi très nombreux, je crois, des centaines, peut-être même des milliers, j'espère, de personnes qui nous suivent en ligne depuis la France et de l'étranger. Donc bien sûr les pays où Orange et Orange Business Services sont présents. Merci à vous tous d'être ici. Donc la journée s'annonce assez riche, un programme rythmé et varié vous attend. Donc au menu, vous allez le voir, des plénières, keynotes, tables rondes, ici, dans cet auditorium, des talks et des démonstrations dans le jardin extraordinaire, et oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, en face de l'auditorium et dans l'espace démo qui est situé juste derrière vous. Donc les 24 partenaires de l'OBS Summit vous y attendent dès la clôture de la plénière de cette matinée. Donc des experts OBS sont présents tout au long de cette journée, en tout cas, à votre disposition pour échanger. Donc n'hésitez pas, je crois que vous avez reçu un lien pour justement vous télécharger la web app. Ça va vous permettre justement de prendre des rendez-vous si vous voulez. C'est pas trop tard, vous pouvez encore le faire et vous pouvez aussi directement vous rendre au desk expert qui est situé dans le foyer. Et maintenant, c'est l'heure de démarrer notre événement, l'événement du business à impact positif. Comment créer un impact positif ensemble? Une question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui, d'apporter des réponses tout au long de la journée et en commençant tout de suite, sans plus attendre, par un échange dédié aux enjeux de la transformation digitale pour les entreprises. Une table ronde, mesdames et messieurs, exceptionnelle, sous la conduite de Christelle Heidemann elle-même, la directrice générale du groupe Orange, entourée de ses invités. Je vais les appeler Giovanni Daniello, le CIO du groupe AXA, Philippe Bajou, secrétaire général et directeur général adjoint du groupe La Poste, Joanne Deval, CIO et CDO du groupe Elior, Christophe Harrigan, directeur général de la Mutuelle Générale, et Frédéric Verger, CIO et CDO de Safran. Mesdames et messieurs, veuillez les accueillir. Bonjour, veuillez vous installer. Bonjour Christelle, je vais vous laisser avec vos invités, on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Merci à vous, ravi de vous voir ici, nombreux, comme on l'a dit, à nouveau en présentiel. Et puis merci à nos partenaires clients qui nous font l'honneur d'être avec nous ce matin pour parler effectivement de la transformation numérique et de l'impact dans nos entreprises. Alors sans plus attendre, je vais poser la question à Philippe Bajou, La Poste. Alors La Poste est récemment devenue une entreprise à mission.
De quelle transformation, et en particulier liée au numérique, cela témoigne-t-il à la Poste? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christelle Heidmann. Eh bien, je dirais que la transformation à la Poste, c'est un peu aussi dans la continuité historique qu'on a fait, puisque en 6 siècles d'existence, nous avons connu toutes les révolutions industrielles et beaucoup de révolutions de société. Et donc, depuis plusieurs dizaines d'années, nous exerçons 4 missions de service public. Le service universel du courrier, la distribution de la presse, l'accessibilité bancaire et l'accessibilité territoriale. Donc, quand la loi Pacte a permis aux entreprises de devenir des entreprises à mission, eh bien, il était naturel que nous nous inscrivions dans cette démarche, puisque cette démarche sociétale correspondait finalement à ce que nous avions fait jusqu'à présent. Donc, nous avons décidé, au-delà de nos 4 missions de service public, de recourir, enfin plutôt de proposer à la société 4 nouvelles missions: de participer à la cohésion des territoires, de participer à la transition écologique, d'accompagner les personnes les plus fragiles, donc de participer à l'intégration sociale, et puis de proposer un numérique éthique et responsable. Alors en parler c'est bien, mais nous nous attachons à donner des preuves, et au final, quand nous regardons ce que nous avons fait ces dernières années, nous avons apporté notre capacité à nous inscrire dans ces dispositifs d'entreprise à mission sans qu'il y ait de loi. Nous avons par exemple doté nos facteurs, chacun de nos facteurs et nos chargés de clientèle dès 2013 de smartphones, les mêmes que les vôtres, pour qu'ils soient dans une relation d'égalité, fluide, numérique et sociétale avec leurs clients, pour gérer avec eux leur parcours client. Et puis en 2012, et dès 2012, nous sommes devenus une entreprise neutre carbone. Alors c'était la neutralité carbone dans la définition de 2012. Mais nous avons pour cela mis en place la première flotte électrique du monde. Alors aujourd'hui, on pense que c'est la première flotte électrique d'Europe. Voilà ce que nous faisons, nous à la Poste, pour nous transformer et pour avoir un impact positif sur la société. Merci. Alors, Joanne Deval, chez Elior, quels sont vos grands enjeux de transformation numérique et quels sont pour vous aujourd'hui finalement les outils digitaux clés dans cette transformation? Elior, sa première mission, c'est faire manger, et faire manger bien, de la nourriture de qualité de manière compétitive. Et pour les 4 millions de convives par jour, quelque part, on pourrait se dire, bon, la transformation digitale, le sujet est dans mon assiette, il est devant moi. Et pourtant, pour nous, ce que ça représente, et pour la DSI en particulier, c'est garantir une fiabilité, parce que pour nos employés et pour la relation avec nos clients, avec nos prescripteurs, les parents des élèves qui aimeraient savoir ce qu'ils vont manger à la cantine, la fiabilité des outils digitaux que l'on va leur mettre à disposition et tout simplement les opérations au quotidien sont essentielles. Donc on va retrouver les fondamentaux d'une transformation digitale, une infrastructure résiliente et fiable, et évidemment une orientation usagée, une orientation de l'usager final, qu'il soit client ou employé, essentielle. Et alors c'est vrai que quand on parle de transformation digitale, on bascule vite dans le sujet des données. Et donc pour chaque entreprise, le sujet des données est absolument critique. Lesquelles utiliser, comment les trier, comment faire un levier de croissance, où les héberger, évidemment les enjeux de sécurité. Avec la généralisation du télétravail et bien sûr la restauration collective a été confrontée à de nouveaux défis. Comment envisagez-vous la gestion des données et puis les enjeux d'intelligence artificielle pour vous accompagner sur ces défis? Vous l'avez dit, effectivement, les données, quand bien même le plateau concret de ce que l'on sert n'est pas virtuel, au contraire, ce qu'il représente en termes de choix de menu, choix de recettes, intérêt pour le convive, pourquoi il va venir chez nous et pas aller préférer une restauration rapide à l'extérieur ou un restaurant ou son propre sandwich, autant d'éléments qui nous sont de plus en plus importants de repérer, de collecter et donc de travailler pour une meilleure, à nouveau, fluidité et compétitivité de nos offres en amont, pour une meilleure prédiction de la fréquentation. Le télétravail a effectivement, alors, le Covid en lui-même, mais le changement des pratiques et du retour au bureau ont porté un coup très dur à la restauration collective en général, alors que cela reste le moyen de manger bon et de qualité en masse.
Donc la capacité de comprendre, d'anticiper ce que les convives vont faire, pourquoi ils vont venir chez nous, de repérer et donc de mieux travailler aussi sur le gaspillage. Nos sociétés sont terriblement gaspillantes en nourriture. On le sait déjà chez nous à titre individuel, mais la restauration collective peut justement apporter beaucoup plus dans sa capacité à mieux appréhender la fréquentation, la taille de l'assiette, et donc derrière une meilleure empreinte pour tout le monde. Merci. Alors, quand on parle de données, il faut évidemment les collecter, les traiter, les héberger. Il faut des compétences pour évidemment les maîtriser. Ces aspects sont essentiels. Alors, Frédéric Verger, chez Safran, vous êtes évidemment très sensible à la gestion et à l'hébergement de vos données dans les data centers. Quelle est votre stratégie pour sécuriser au mieux l'hébergement, l'exploitation de vos données et en particulier, quels sont pour vous les enjeux de souveraineté ? Bonjour Christelle, bonjour à tous. Alors, données et souveraineté, c'est un sujet qui a de multiples aspects. Pour un groupe comme Safran, on va d'abord regarder du côté des clients. Et nos clients qui ont des enjeux de souveraineté, c'est les clients de la défense. Dans le domaine de la défense, si je prends le cas de la France, il y a des réglementations extrêmement claires, des nouvelles réglementations d'ailleurs autour de la diffusion restreinte, du secret, du très secret. Là-dessus, il n'y a pas de discussion, c'est à mettre en place immédiatement et il nous faut des solutions d'hébergement totalement souveraines, sécurisées, immédiates, prêtes à l'emploi. C'est d'ailleurs ce que nous avons choisi, pour être très clair, avec Orange, dans vos nouvelles solutions d'hébergement et dans vos data centers les plus récents. Il y a d'autres aspects après à la souveraineté des données et en fait on dévie sur le sujet des données plus critiques de l'entreprise. Et là, on est, par exemple, dans les domaines de l'aéronautique civile, voire du spatial, et pas nécessairement du tout dans le domaine de la défense. Et sur ces aspects-là, on a un peu une gradation des besoins. On a des données, par exemple des données de vol issues de nos équipements, qui sont confidentielles, mais pas critiques. On a des données de développement, d'engineering, de simulation, qui sont extrêmement critiques. Des données qui sont souveraines quelque part vues de notre côté, pour lesquelles on a besoin d'autres solutions. Et donc, je dirais que dans ce domaine-là, en fait, le problème est vaste. C'est d'abord un problème de réflexion et classification des données, et qu'ensuite, en termes de solutions, il faut un catalogue de solutions et une ouverture sur différentes solutions. Il faut faire de l'hybride. Voilà. Et c'est encore une fois ce que je trouve intéressant dans la proposition de service d'Orange, cette ouverture large et ce catalogue protéiforme que nous connaissons bien. Merci. Alors, on le voit, les enjeux de sécurité sont évidemment au cœur des enjeux pour bâtir un lien pour OBS, bien sûr, partenaire de confiance de nos clients. Avec un nombre croissant de cyberattaques, nous sommes tous touchés par cette menace. Alors, je vais me tourner vers Christophe Arrigan, Mutuelle Générale. L'autorité de contrôle, l'ACPR, demande à tous les assureurs de faire un rapport sur tous les risques auxquels ils doivent faire face en matière d'assurance. Le risque numéro 1 est le risque cyber. Quelles sont vos actions pour faire face à ce risque, pour le limiter, voire essayer de le maîtriser ? Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'autorité de contrôle a placé ce risque en numéro 1 et de manière justifiée. Le risque cyber est un risque létal. Alors l'avantage, quand on sait que l'on peut mourir, c'est qu'on se donne une chance de survivre. Et c'est bien la logique. Aujourd'hui, les attaques, elles peuvent être multiples. Ça peut être un hacker individuel qui tente de faire une intrusion. Ça peut être un groupe de cybercriminels qui veulent voler, crypter nos données, on le sait tous. Mais on oublie souvent qu'une partie de ces cybercriminels veulent aussi détruire la structure. Et ça, c'est une menace à ne pas éviter. Alors, en tant que dirigeant, par rapport à ce foisonnement de menaces, eh bien, je dirais qu'il faut être accompagné des meilleurs experts. Alors, meilleurs experts, vous connaissez l'aspect technique de cette réponse, c'est-à-dire savoir surveiller, prévenir, réagir, mettre les cloisonnements, tout ça, c'est la partie technique. Mais pour moi, ce que je mets derrière meilleurs experts, c'est le fait que le partenaire dispose des compétences techniques et informatiques aujourd'hui, mais aussi demain. Que ces experts soient aussi en capacité de réagir massivement à une attaque qui nous concernerait. Et dernier facteur, dernier critère qui pour moi est important, c'est que ces experts soient capables de réagir en cas de sursollicitation par les propres clients de ces acteurs qui nous accompagnent. Alors bien sûr, on a choisi Orange Cyberdéfense pour leur capacité à répondre à ces trois enjeux. Et
Finalement, une fois qu'on a répondu à cette logique, au fait d'être accompagné par les meilleurs experts, eh bien, en tant que dirigeant, je mettrais un autre niveau de lecture. Et ce niveau de lecture est le suivant. Aujourd'hui, la Mutuelle Générale, c'est des milliers d'attaques par jour. Voilà. On est constamment attaqué, ça n'arrête pas. Donc je ne peux pas partir du principe que toutes vont être repoussées. Je dois aussi étudier le fait qu'une de ces attaques va passer, une ou plusieurs, ce qui est déjà arrivé. Et dès lors que ces attaques vont passer et que je définis ce risque comme un risque létal, eh bien, toute mon attention va être portée sur la résiliation et sur, je dirais, le fait de gérer cette crise dans un espace-temps le plus court possible et de pouvoir très vite redémarrer. Donc pour ce faire, c'est un point très important que parfois on oublie dans la cybersécurité, c'est toute cette gestion de crise et cette capacité à redémarrer très rapidement. Et pour ça, des tests, constamment des tests d'intrusion pour entraîner nos équipes à détecter et puis surtout un entraînement très fort à la gestion de crise. On est accompagné, je le disais, par Orange Cyberdéfense. Je pense que c'est essentiel pour être prêt le jour où ça arrivera. Merci. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Frédéric. Chez Safran, quelles sont vos ambitions de protection en matière de cybersécurité ? Alors, sur le sujet de la cybersécurité, on est extrêmement sensible. Alors, ce qui est peu su, c'est que dans le domaine de l'aéronautique, on est aussi en juste à temps. Si vous voulez, les chaînes de montage d'Airbus ou les chaînes de montage de Boeing sont livrées de nos moteurs d'avion à la minute près. Il y a une cadence, même si on est dans le multi-unitaire. Donc le premier enjeu de cybersécurité, c'est un enjeu de continuité d'activité. Donc on est extrêmement attentif à tous les moyens de protection des infrastructures, de détection, de résilience des infrastructures. Le deuxième enjeu de cybersécurité, c'est la protection de notre IP, la protection de tout le savoir-faire technologique. On est une entreprise de high-tech, d'aéronautique spatiale défense. On a des enjeux de protection extrêmement importants. Le vol de données, les intrusions. Donc la sécurité applicative est extrêmement importante également pour nous. Et puis on est aussi sensible au contexte géopolitique. On peut faire partie des entreprises qui sont visées et évidemment on est très attentif à toutes les menaces de type Wiper, comme on a pu le voir en Ukraine, qui nous renvoient aux attaques cybercriminelles. Alors dans ce contexte-là, ce qui nous paraît très important, c'est d'être également entouré de très bons spécialistes et également le partage. Alors, une des choses qu'on apprécie avec OBS, c'est justement vos approches de marques fortes, et on pense que Orange Cyberdéfense est une marque forte, parce qu'elle a des compétences fortes. Et ce qu'on a apprécié également, c'est que vous avez été lié à la naissance du campus cyber. Nous sommes Safran au campus cyber, nous avons 50 personnes au campus cyber, nous faisons partie des 2 entreprises les plus présentes en termes d'effectifs au campus cyber, et nous pensons que sur la cybersécurité, il faut quitter l'époque du Moyen-Âge où chacun est dans son château fort et partager. Voilà nos grands enjeux aujourd'hui. Merci. Alors, bien sûr, assurer la sécurité de nos clients est absolument critique. Mais quand on regarde le monde dans lequel on vit, l'urgence climatique exige aussi que nous allions plus loin, tous ensemble. Et au-delà de convictions personnelles, évidemment, ces enjeux sont absolument incontournables. Alors, je vais me tourner maintenant vers Giovanni Daniello, AXA. Vous avez fait des enjeux environnementaux l'un des principes fondateurs de votre entreprise, jusqu'à refuser d'assurer des industriels à trop forte empreinte carbone. Comment le numérique s'est-il révélé un levier utile pour évaluer et réduire votre empreinte carbone ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christelle. Alors, d'abord, la réduction de l'empreinte carbone, c'est essentiel. On voit tous depuis un certain nombre d'années les conséquences du climat liées à l'augmentation de l'empreinte carbone et les conséquences que ça a sur chacun d'entre nous, à la fois au niveau privé et professionnel. Et dans ce contexte, on a pris extrêmement au sérieux de savoir comment on allait contribuer à cette diminution d'émissions de CO2. On a pris un engagement de réduire de 20% les émissions de CO2 de nos opérations entre 2019 et 2025. Et le numérique, pour faire le lien avec le numérique, c'est un des composants de cet engagement de moins 20%. Et il a la particularité
que depuis 2013, la quote-part du numérique à l'intérieur, je dirais, du lot d'émissions de CO2 a augmenté de 50%. Donc on voit vraiment dans quel type de paradoxe on est. On doit limiter nos empreintes carbone. L'objectif de 20% est quand même assez ambitieux, avec un élément à l'intérieur qui, lui, ne cesse d'augmenter. Alors, comme l'enjeu est extrêmement important, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de vraiment de se structurer pour faire en sorte que le numérique soit un vrai contributeur à cette réduction de 20%. Et on a lancé un programme qu'on appelle tout simplement Digital Sustainability Programme. Parfois, il ne faut pas des grandes idées pour faire en sorte que ça rassemble. On a lancé un programme au niveau groupe, au niveau global, et un programme qu'on oriente autour de 3 axes. Identifier ce qui crée l'empreinte carbone, mesurer, et puis agir, in fine. C'est un peu les 3 axes que l'on essaie de développer au quotidien. Alors, un certain nombre d'éléments que je voulais partager avec vous pour comprendre un peu plus ce qu'il y a dans le cœur du réacteur de ce programme. Premier exemple, c'est la réduction de l'utilisation de nos data centers. On part du principe que les centres de calcul, pour une entreprise comme AXA, c'est important. On a quand même beaucoup de serveurs qui tournent au quotidien, mais ce n'est pas notre vocation d'optimiser les centres de calcul pour faire en sorte qu'ils soient des vrais contributeurs à la réduction de CO2. C'est pour ça que c'est une des raisons qui fait qu'en 2017, on a démarré une grande migration vers le cloud. Et aujourd'hui, on a plus des 2 tiers de nos applications métiers qui sont dans le cloud. Et on commence à voir les premiers effets. Les premiers effets sur la réduction de consommation électrique, globalement pour AXA, mais aussi l'impact carbone, puisqu'on mesure vraiment de manière très, très précise maintenant, même si on s'améliore chaque jour, on mesure vraiment notre empreinte carbone. Et on publie d'ailleurs les résultats de notre empreinte carbone de manière régulière. Donc voilà, le premier exemple, c'est vraiment les data centers. Ne pensons pas qu'on est suffisamment fort pour en faire des data centers propres. On s'appuie sur d'autres. Alors, les autres, c'est extrêmement important. Les partenaires, dont Orange fait partie d'ailleurs. L'enjeu est tellement important qu'on est très vite arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas y arriver seul. Donc, on a rédigé un manifesto à l'attention de la plupart de nos partenaires IT et on les a d'ailleurs rassemblés en juillet sur notre site ici à Paris. Et on leur a expliqué pourquoi c'est important pour nous et quelle est la stratégie qu'on essaie de déployer, et puis comment chacun peut y contribuer. Donc c'est le deuxième élément, au-delà des data centers, c'est vraiment nos partenaires, parce qu'ensemble, on ne peut pas y arriver. Et le troisième élément que je voulais partager par rapport à ce cœur de réacteur, c'est les équipements. Alors, les équipements, ça me permet de faire un lien aussi avec la vie au quotidien. On peut avoir l'impression que c'est symbolique, mais chaque petit geste va contribuer à cet objectif. Donc, on travaille par exemple sur l'augmentation de la durée de vie de nos laptops et de nos smartphones. Et d'ailleurs, chaque fois que quelqu'un d'entre vous sera confronté, j'espère à partir d'aujourd'hui, après mon discours, au remplacement de son smartphone, j'espère que vous vous direz, tiens, est-ce que je ne peux pas attendre un an en plus, ou bien est-ce que je ne peux pas utiliser un téléphone reconditionné? C'est le deuxième levier qu'on essaie de déployer. Et on essaie aussi de favoriser autant que possible Bring Your Own Device pour tout simplement limiter le nombre de devices. Voilà, ça sont un peu les trois éléments qui sont dans le cœur du réacteur et que je voulais partager avec vous, qui sont en fait le reflet de comment on s'organise pour résoudre cette problématique. Et puis alors, chez AXA, vous manipulez évidemment des volumes gigantesques de données. Dans le contexte actuel de sobriété énergétique, si on se met à parler de sobriété numérique, comment peut-on maîtriser les volumes de données? Comment cela pourrait finalement nous permettre d'améliorer notre efficacité collective? Alors, on parlait de data tout à l'heure sur d'autres angles. Là, on parle de la data sous l'angle de la sobriété. Un des éléments qui fait aussi partie du cœur de réacteur dont je parlais tout à l'heure, c'est la question de savoir comment on intègre la sobriété numérique au cœur des processus clés IT dans une organisation comme AXA. Et on a décidé de travailler sur 2 dimensions en particulier. La première dimension sont les investissements stratégiques et la deuxième dimension, c'est la gouvernance d'architecture.
les investissements stratégiques, c'est un processus qui est assez bien rodé au sein d'AXA et qui permet de capturer, peu importe l'endroit dans le monde où on fait un investissement stratégique, qui permet de le capturer et d'entrer en dialogue avec l'équipe de transformation locale pour bien comprendre l'enjeu de la transformation, ce qu'il s'apprête à faire. Et on est allé jusqu'à intégrer dans les critères de dialogue et dans les critères de validation de ces stratégies la notion de sobriété numérique. Alors évidemment, valider si le projet, l'investissement stratégique fait du sens, y compris sous l'angle de la sobriété numérique, c'est important, mais après, il faut l'exécuter. Et dans l'exécution, c'est comme la construction d'une maison. On n'arrive pas le matin en se disant où je mets ma pierre, où je mets ma brique. On a un dossier d'architecture qui guide le travail de construction de ces solutions. Et on a intégré le critère de sobriété numérique, en particulier sur la donnée, dans l'obtention des building permits. C'est comme ça qu'on est structuré au sein d'AXA. Quand un dossier passe, l'analyse architecturale est effectuée et puis il y a un permis de construction qui est donné. Et on vérifie en particulier, avec toute une série d'architectes data qui sont vraiment focalisés là-dessus, si les données qu'on s'apprête à déployer pour une transformation bien particulière sont vraiment nécessaires, si elles vont vraiment être utilisées. Et on regarde aussi, par exemple, des choses du style est-ce qu'on n'est pas en train de dupliquer des données qui existent déjà ailleurs. Donc on intègre vraiment dans des étapes au quotidien de la gestion du delivery des grands projets ces concepts de sobriété numérique sur la data. Alors je voulais profiter de l'occasion quand même, je surveille le timing, mais ce qu'il y a de beau dans ce programme, et j'imagine que certains d'entre vous ont aussi ce genre d'initiative, mais c'est une initiative qui est extrêmement basée sur les gens. C'est la conviction de tout un chacun, chaque jour, qui fait qu'on va réussir à atteindre ce challenge. C'est un projet magnifique. On a des centaines, presque 1000 ambassadeurs dans le groupe qui ont levé la main spontanément et qui s'activent chaque jour pour contribuer à l'objectif. On a un Digital Sustainability Leader par pays, avec une communauté extrêmement active. Et puis, je ne pouvais pas ne pas parler de l'angle communication et formation. C'est important de comprendre ces enjeux et de comprendre comment ces enjeux, finalement, vont avoir un impact néfaste si on ne fait rien sur le monde qu'on laisse à nos enfants. Et je voulais souligner aussi le travail des collègues d'AXA Climate qui ont une Climate Academy qui est vraiment extraordinaire. Et j'invite chacun d'entre vous à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment très enrichissant, extrêmement vulgarisé, mais ça permet vraiment de comprendre l'enjeu. Voilà. Merci. Alors, il est certain que les enjeux environnementaux nécessitent que l'on travaille tous en partenariat au sein de nos chaînes d'approvisionnement. Dans le numérique, c'est la même chose, puisqu'en fait, on ne peut tirer le plein profit ou le plein potentiel des solutions numériques que finalement en co-innovant. Alors, Philippe Bajou à La Poste, comment Orange Business Services vous accompagne dans ces transformations ? Alors, je vais d'abord rappeler ce qui nous arrive en ce moment à La Poste, ou ce qui nous arrive depuis quelques années. Le numérique change complètement notre business model, puisqu'il détruit d'une certaine manière le cœur du métier de La Poste, c'est-à-dire le courrier. Si on regarde le chiffre d'affaires de cette activité en 2022, ce sera à peu près 6 milliards d'euros en moins que ce que ça représentait en 2010. Vous êtes des représentants d'entreprises et dirigeants d'entreprises dans la salle. Vous voyez ce que ça signifie quand on dit qu'une entreprise de 6 milliards d'euros disparaît en moins de 10 ans, ou en 10 ans, à peu de choses près. Donc nous avons dû réagir, trouver de nouveaux métiers, de nouveaux développements, mener des opérations de croissance externe. Et pour cela, nous avons décidé de faire du digital justement une force et un atout, alors même qu'il nous frappait en plein visage. Nous avions notre propre réseau de téléphonie, notre propre réseau data, opéré par des postiers, avec des investissements financés par La Poste. Nous avons décidé qu'il n'était plus possible dans le monde dans lequel on vivait d'avoir ce dispositif en privatif. Et donc, nous avons lancé un beauty contest. C'est Orange Business Services qui l'a emporté.
Et nous avons décidé avec Orange Business Services de créer une co-société, Altergo, pour créer un réseau sur la base des réseaux de l'ensemble du groupe Orange qui permettent de répondre à nos besoins d'évolutivité, d'évolution technique et d'évolution des usages et qui maillent la totalité du territoire sur nos 20 000 points de contact. Ça a été fait, ça a été décidé dans le milieu des années 2010. Grand bien nous en a pris, puisque comme nous avions en même temps décidé de mettre en place une suite collaborative bien connue dans le monde de l'informatique, le 19 mars 2020, c'est plus de 60 000 postières et postiers qui ont pu travailler instantanément à distance chez eux. Et là aussi, Orange Business Services nous a permis de créer dans des délais absolument records un VPN pour que ces connexions de nos dizaines de milliers de salariés puissent se faire en sécurité. Et donc voilà ce que nous avons fait, voilà ce que ça nous a permis de passer comme crise. Et aujourd'hui, dans le groupe La Poste, qu'il s'agisse des relations avec nos clients comme des relations internes, le réseau, les systèmes collaboratifs sont des outils qui sont utilisés de manière extrêmement forte et d'ailleurs nous discutons ensemble des évolutions en permanence des capacités de ce réseau. Donc je crois que ce que cela nous a permis, ce que ce dialogue nous a permis, c'est de nous focaliser sur notre cœur de business et de confier à d'autres, même si par exemple en matière de cybersécurité, nous avons nos propres dispositifs que nous complétons avec les vôtres, d'utiliser les savoir-faire les plus forts que l'on peut trouver auprès des opérateurs experts. Merci. Alors, on approche de la fin de ces échanges, mais je vais revenir vers vous, Christophe. À la Mutuelle Générale, vous êtes amené à traiter des données très sensibles, puisqu'elles sont notamment liées à la santé de vos clients finaux. Dans ce contexte, finalement, quels sont pour vous les territoires d'opportunité que vous souhaitez développer dans ce contexte de contraintes également? Alors, c'est important de rappeler ce qu'est l'assurance. L'assurance, pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est très très simple. C'est juste en échange d'un flux monétaire dématérialisé, je m'engage dans le futur, en cas de survenance d'un aléa, à renvoyer un flux monétaire dématérialisé. Ce n'est que ça. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit bien que le digital est en retard sur notre métier. Comme on n'avait pas le digital, on avait pris le papier avant la pierre, mais le digital est un petit peu en retard. Désormais, une fois que le digital arrive, eh bien, deux sujets extraordinaires. Le premier, c'est la contraction de l'espace-temps. Auparavant, quand on réalisait un contrat, quand on le gérait, quand on payait les prestations, le temps du papier était nécessaire. Et je m'excuse pour monsieur Bajou de La Poste, effectivement, le papier avait son temps propre, son temps pertinent. Avec le numérique, on a digitalisé l'ensemble et on a réduit l'espace-temps. On peut indemniser une prestation en quelques secondes avec tous les contrôles qui vont bien. Donc ça, c'est formidable. C'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est qu'on collecte un volume incroyable de données. On le disait tout à l'heure, c'est exponentiel la croissance des données que nous collectons. Certaines sont très sensibles, comme les données de santé, d'autres le sont un peu moins. Et une fois qu'on a ce nouveau territoire qui s'ouvre à nous, eh bien l'innovation est majeure. Et l'innovation permet presque toutes les limites propres à l'imagination. Je m'expliquais. On a eu une présentation du gouvernement hier sur le financement de la sécurité sociale, sur la santé des Français, avec un accent très fort mis sur la prévention. Je ne crois pas à la prévention qui soit généralisée et massive. 1, ça coûte cher, 2, c'est pas efficace. Je crois à la prévention qui est ciblée. Or, avec les données de santé que nous collectons, tout en respectant les règles, et ça c'est très important de respecter les règles et le cadre législatif, mais avec ces données de santé que nous collectons, on peut réinventer la prévention. On peut avoir une prévention ciblée sur des acteurs qui en ont vraiment besoin. Et dès à présent, par rapport à toutes ces données, au sein de la Mutuelle Générale, on a développé des outils, par exemple, qui nous permettent de prédire dans les entreprises l'absentéisme. Comment cet absentéisme se transforme. Et donc, prévenir des situations. Donc, jouer sur la santé des Français. Donc, les dernières acquisitions d'Orange avec des structures bien spécialisées sur la santé, eh bien, je dirais presque
associons nos expériences pour déployer et découvrir ces nouveaux territoires. Je crois vraiment que c'est un sujet extraordinaire qui s'ouvre à nous. Donc, merci Orange pour nous accompagner sur ces enjeux. Et puis, vive l'assurance de demain, parce que le digital est un peu en retard. Merci beaucoup. Alors, on clôt ici notre échange. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence d'abord, et puis les échanges constructifs que nous avons eus. On a évoqué de nombreux enjeux, transformation des entreprises, gestion des données, enjeux de sécurité, souveraineté, pistes d'évolution, voire de réinvention quand on est dans certains métiers. Voilà, donc je vais maintenant vous demander merci Christelle, de rejoindre notre journaliste. Voilà, je pense que vous pouvez les applaudir. Merci pour ces échanges. Merci beaucoup. Christelle, vous restez. Je vais raccompagner nos invités et je vous laisse la place pour le mot de conclusion. Et on se retrouve après. Ou d'ouverture. Voilà. Mais comme vous voulez, vous êtes chez vous. Oui. Non, merci à tous. Alors, je ne vais pas être très longue parce qu'ensuite, je vais passer la main à celle qui a été nommée récemment à la tête d'Orange Business Summit. Mais je voulais m'adresser à vous, évidemment, pour partager quelques convictions. Alors, on me pose beaucoup la question... Quelle stratégie pour Orange? Voilà, donc je ne suis pas venue ici pour vous parler de la stratégie pour le groupe Orange, mais pour partager quelques convictions qui ont un peu été illustrées dans les échanges que nous avons eus avec nos clients ce matin. Donc beaucoup de convictions. D'une part, et la plus importante, vous le savez, on vit dans un monde très complexe, que ce soit les nouveaux modes de travail, l'accélération, le télétravail, le Covid a bouleversé nos usages, le numérique est devenu plus que jamais critique à nos organisations. Bien sûr, on est dans un monde où la sécurité est est redevenue malheureusement en Europe un enjeu que l'on n'imaginait pas revenir sur le devant de la scène. Et donc finalement, ma conviction, c'est que Orange Business Services veut être cet acteur de confiance pour vous, les entreprises. Et le marché des entreprises, que ce soit les pros, que ce soit les PME, que ce soit les ETI, que ce soit les grands groupes dont on a vu certains ce matin, merci de nous faire confiance. Et nous voulons être votre partenaire de confiance, que ce soit sur les enjeux technologiques, bien sûr, et vous partagez avec nous et vous nous challengez sur les enjeux technologiques. Et nous avons besoin d'échanger et de continuer à nous renforcer. Que ce soit sur les enjeux réglementaires. On vit dans un monde dans lequel la réglementation, la régulation devient critique et cela pénètre évidemment tous les enjeux numériques, les enjeux humains. Et au fond, la confiance, celle que vous nous donnez, c'est celle du collectif des femmes et des hommes d'Orange qui sont là pour vous accompagner, qui se transforment, mais qui sont au cœur de vos enjeux, à la fois en proximité et en même temps de l'expertise qui est globale. Orange Business Services, c'est une somme d'expertise. Nous allons vous en parler aujourd'hui. C'est une somme de marques, des marques qui sont fortes. Alors, Orange Cyberdéfense, Business et Décision, et un certain nombre d'autres marques, et vous aurez l'occasion de les voir ce matin. Mais mon message aujourd'hui, c'est un message de confiance, de transformation à vos côtés. Nous allons continuer à co-innover avec vous. Et la dernière fois que j'ai participé à OBS Summit, je venais en tant que dirigeante de Schneider Electric parler du pilote 5G que nous avions mis en œuvre dans certaines de nos usines. Et je sais que OBS continue à travailler avec Schneider Electric sur des jumeaux numériques dans certaines des usines, notamment en Bretagne, à côté de Rennes. Voilà, donc la co-innovation, la confiance, ce sont des messages importants et qui vont être au cœur de notre stratégie pour continuer à vous servir. Et puis peut-être un mot final. Vous le savez, à titre personnel, ça a été dit aujourd'hui, nous sommes la dernière génération à pouvoir influencer la courbe du changement climatique. Quand je dis que nous sommes la dernière génération en posture de décision, c'est bien parce que les 5 à 10 prochaines années sont absolument critiques. La résilience dans le système planétaire est telle que si nous ne changeons pas massivement, collectivement, tous ensemble, dans les prochaines années, les choses ne seront plus rattrapables. Et donc, à ce titre, je porte cette voix, évidemment, pour le groupe Orange, mais nous voulons aussi vous accompagner. Nous avons besoin de travailler tous ensemble. Ça a été dit, personne ne réussira à atteindre la neutralité carbone
Et Orange a pris des engagements forts, neutralité carbone en 2040. Nous travaillons évidemment d'arrache-pied sur les enjeux de sobriété énergétique. Nous travaillons d'arrache-pied pour s'assurer que neutralité carbone ne veut pas dire remettre en cause les enjeux de résilience et de sécurité dans nos réseaux. Bien au contraire, plus que jamais, vous avez besoin de nos infrastructures qui doivent évidemment traverser les bouleversements du climat que nous allons connaître, que nous connaissons déjà. Voilà, mais mon message, c'est bien cet enjeu de responsabilité. On en a parlé, et les enjeux de toute la chaîne de valeur. Donc c'est vrai que les enjeux climatiques, c'est aussi la façon dont on utilise les terminaux, la façon dont on traite nos données, la façon dont on vous accompagne dans vos métiers. Et donc nous allons continuer à co-innover, à travailler avec vous, partenaires qui êtes dans la salle, sur ces enjeux-là. C'est très très important pour nous. Et puis, finalement, c'est quand même l'avenir de la planète, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos métiers, l'avenir pour nos collaborateurs. Et je sais que c'est quelque chose qui nous touche tous, chez Orange, bien sûr, qui vous touche tous dans vos entreprises, que ce soit pour motiver les collaborateurs, voire pour attirer des nouveaux talents. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, et je vais maintenant laisser la place sur cette scène à Aliette Mounier-Lompré, qui est désormais directrice générale d'Orange Business Services et qui va venir vous partager ces enjeux. Je lui ai demandé un plan ambitieux, un plan basé sur la confiance, et donc je vais maintenant la laisser s'exprimer devant vous et partager ses priorités. Merci, merci Christelle Heidemann, merci beaucoup.